Très bien. Bah, écoutez, je propose qu'on puisse démarrer à ce moment-là. Donc, encore une dernière personne que nous accueillons et nous allons pouvoir donc démarrer. Merci d'avoir pu vous libérer et vous connecter à cette session aujourd'hui. On me dit que ça résonne. N'hésitez pas, est-ce que le son est bon pour tout le monde ou il y a un écho? N'hésitez pas à nous partager par le champ conversation si jamais il y a un souci au niveau du son. Et également, je vous partage, j'ai un écran partagé s'il y a un écho. OK. OK. Merci pour vos retours. Donc, merci pour votre participation et votre présence aujourd'hui. Nous avons jusqu'à 15 heures. L'objectif de cette session d'aujourd'hui est de pouvoir partager avec vous les enjeux et d'échanger autour de la cybersécurité, qui est un sujet majeur et important qui est à prendre en compte au sein de quelconque organisation et en particulier les collectivités. En guise d'introduction et d'éléments, nous allons voir aujourd'hui, on va redonner un peu d'éléments de langage en matière de cybersécurité et donner un peu une vision sur les pratiques, les menaces en matière de cybersécurité qu'on va aborder cette fois-ci de façon plus précise avec des exemples au sein de collectivités d'incidents et de menaces qui ont pu survenir malheureusement. Et on va faire une petite parenthèse sur la partie réglementation autour de la cybersécurité. Et ensuite terminer par des exemples sur des bonnes pratiques à prendre en compte sur les éléments cyber au sein de collectivités. D'autres personnes encore arrivent sur cette connexion. Merci à tout le monde d'avoir pu vous connecter. On avait avant tout de pouvoir commencer une petite introduction voilà, avec Monsieur Parastre. Je vais juste m'assurer. Bonjour encore à tous ceux qui se connectent. Désolé, il y a encore un petit retard le temps que chacun puisse se connecter. Parfait. On avait prévu de commencer par un petit mot d'introduction par Monsieur Perastre. Est-ce que, Sylvain, vous êtes bien connecté et vous vous entendez? Petit souci peut-être de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Ah, on vous entend. Merci. D'accord, bon, j'ai réglé le problème du micro, mais pas de, mais pas de la caméra. Je m'en excuse. Eh bien, écoutez, si vous le souhaitez, on peut démarrer. Donc, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire organisé conjointement par le CDG 01 et Avandar Cybersécurité, que je laisserai se présenter, évidemment. Alors, l'objectif en 1 heure, c'est de vous présenter quand même globalement les enjeux et l'intérêt évident de s'intéresser à ce risque pour les collectivités locales. Je crois qu'il y a beaucoup de monde. Ce que je vous propose, donc c'est bien un webinaire, donc on ne va pas forcément prendre la parole les uns les autres. Donc je remercierai tout le monde de bien vouloir couper leur micro. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser le chat et on répondra aux questions au fur et à mesure. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, en termes de connexion, de quoi que ce soit, à utiliser le chat. Et je vous précise également que ce webinaire sera enregistré et il sera ensuite mis à disposition de l'ensemble des collectivités. Merci beaucoup. Alors, on a déjà une main qui se lève. Oui, si vous voulez prendre. Alors, je vois. euh, Monsieur le maire, est-ce que vous nous entendez? J'ai vu qu'il y avait une main qui se levait de votre côté. Alors, votre micro est toujours coupé. N'hésitez pas à le
Sinon, n'hésitez pas, si vous avez une question à la poser dans le champ, soit conversation et également le champ questions-réponses sur lequel on pourra prendre évidemment et on prendra avec plaisir le temps de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce champ conversation et on y va. Donc, je me présente, je suis directeur en charge des offres cybersécurité pour le cabinet Avant-Garde. Avant-Garde est un cabinet basé à Lyon et qui intervient sur l'ensemble des thématiques en matière de cybersécurité, aussi bien du conseil, de l'audit et du service manager. Voilà, je m'arrête pas plus, je vais pas plus loin et je serai accompagné également d'Aloïs, qui est consultant expert sur les sujets cybersécurité et privacy, et pour lequel on intervient sur des sujets cyber au sein de collectivités. Ce qu'on voulait utiliser et partager avec vous en matière de sécurité, c'est déjà revenir sur des fondamentaux et des points importants en matière de cybersécurité. Si Aloïs, tu veux compléter. Oui, bien sûr. Les principaux chiffres que nous allons vous partager sont issus de deux rapports. Le panorama de la cybersécurité 2025 publié par l'ANSSI et également le rapport annuel de la cybercriminalité publié par le ministère de l'Intérieur avec le Centre d'analyse et de regroupement des cybermenaces. Donc, en un chiffre introductif, il y a en 2025 453 200 atteintes numériques qui ont été enregistrées. C'est un chiffre à prendre au sens large. Ce n'est pas uniquement des cyberattaques qui ont été revendiquées, mais c'est également tout ce qui est plainte, tout ce qui est signalement d'escroquerie identifié en ligne. Et on constate depuis 5 ans, en tout cas, que ce chiffre est en augmentation nette, en tout cas depuis l'époque post-Covid. Si on continue et qu'on se focalise uniquement sur les cyberattaques, on remarque également que ces dernières sont en hausse. On en est déjà à 1347 revendications sur 2025. Ça concerne vraiment tous les types de cyberattaques, hein, le vol de données ou encore tout ce qui est rançon logiciel ou atteinte à la disponibilité d'un service. Et également une augmentation du nombre de ces revendications par rapport à l'année précédente. Et quand on regarde les secteurs qui sont impactés, on constate que effectivement l'éducation et la recherche est un axe prioritaire pour les cyberattaquants, mais c'est également le cas des ministères et des collectivités territoriales, où, d'après les calculs, un quart des cyberattaques sont ciblées sur ces périmètres. Je reviendrai dans le chapitre dédié au focus des collectivités territoriales pour rentrer plus dans le détail de ce que signifie ce quart des cybermenaces. Les principaux vecteurs d'intrusion qu'on a pu observer pour arriver à leurs moyens sont notamment tout ce qui est réutilisation d'identifiants compromis. Vous avez une base de données qui a fuité avec nom, prénom, adresse mail par exemple. Beaucoup de cyberattaques se basent sur cette récupération d'informations plus ou moins fiables pour ensuite créer leur scénario d'attaque. Vous avez tous les accès à distance non sécurisés qui sont déployés notamment depuis l'époque du Covid avec des VPN ou par exemple des environnements Citrix pour la virtualisation. Ces derniers ne sont pas toujours bien configurés et sont des moyens d'attaque à distance sur votre système informatique. On note également des achats avec des courtiers spécialisés qui vont piocher dans toutes ces bases de données qui ont fuité, qui vont ensuite trier les infos fiables de celles qui sont datées, pour ensuite les proposer à des cyberattaquants. Il y a vraiment une économie qui s'est mise en place autour de cet enrichissement des données qui ont déjà fuité. On constate également un hameçonnage qui est ciblé. Ça peut être effectivement des envois de mails avec imitation de la charte graphique, avec imitation du nom de domaine à une petite erreur près. L'intérêt de cette démarche est d'inciter l'utilisateur directement à vous donner des informations. Et enfin, l'attaque via la chaîne d'approvisionnement est centrée autour de vecteurs d'intrusion qui parlent de votre écosystème. Vous êtes sécurisé, vous avez une équipe informatique, vous êtes aux normes, mais pour autant, peut-être que l'un de vos prestataires est un maillon faible. Il suffit qu'un seul d'entre eux ne soit pas vraiment à jour en matière de sécurité pour que ce soit une porte d'entrée vers votre système informatique et tous les environnements interconnectés. Pour continuer... C'est souvent attaque via la chaîne d'approvisionnement, c'est aussi ni plus ni moins communément appelé attaque par un tiers ou attaque indirecte qui interviennent sur le système d'information. On reviendra plus après sur le sujet. Mmh. Le rapport précise deux tendances qui arrivent pour 2026. La première est effectivement l'usage massif de l'IA pour créer des scénarios d'attaque. Ces derniers permettent de faire des campagnes généralisées, au contraire davantage précises. On peut désormais faire très facilement ce qu'on appelle du deepfake, avec une imitation visuelle d'une personne ou une imitation d'une voix. Ça
on va dire, démocratise les usages et les vecteurs d'attaque utilisés sur vos services. Et cette tendance est également en lien avec le Cybercrime as a Service, où cette fois-ci, on regarde au regard du marché et du nombre d'outils boostés à l'IA qui existent, on n'a pas forcément maintenant besoin d'avoir des connaissances très pointues ou très spécialisées pour pouvoir lancer une cyberattaque. Entre guillemets, c'est désormais monsieur tout le monde qui peut utiliser des outils sans pour autant comprendre le mode opératoire, mais uniquement en ayant un but final à atteindre, il pourrait lancer une cyberattaque sur des environnements. Donc, on remarque que derrière cette tendance, il y a un développement de ce qu'on appelle des infostealers, ou encore, en tout cas, des courtiers, qui cherchent effectivement à valoriser des informations et la transmettre à qui est prêt à l'acheter, sans pour autant avoir ces connaissances-là, pour ensuite déclencher une attaque. La thématique d'infostealer et aussi, si je peux me permettre, Aloïs, pour compléter, elle est vraiment très importante et on voit que la donnée à caractère personnel, les attaquants sont aperçus que c'est une donnée qui valent de l'or. On est capable d'acheter des données à caractère personnel sur le marché pour très peu, pour moins de 10 euros, moins de 10 dollars en fonction de la nature de la donnée. Et même pire encore, on voit maintenant des sites publics accessibles par n'importe qui et qui mettent à disposition toutes les données qui ont été publiées sur le dark web. Maintenant, on a un simple moteur de recherche qui permet de voir toutes les informations qui ont été publiées et qui les rendent publiques. D'ailleurs, la CNIL et les autorités ont pris part du sujet pour justement dénoncer ce type de site et arrêter que ce type de site puisse être publié, puisque c'est interdit de republier, bien entendu, de l'information qui a été disponible sur du dark web. On est dans du recel, bien entendu. C'est justement le commentaire que vient d'être partagé autour de ce site searcher.free, qui a justement fait office de reportage, je crois, sur France Info ou France Inter, avec justement des outils généralisés ou consultables gratuitement pour voir quelles sont les informations qui ont fuité. Ces dernières sont ensuite centralisées et ça permet ensuite de mieux personnaliser une attaque maintenant qu'on a toutes ces informations. Donc, Sébastien, c'est exactement le site dont on avait en tête avec Aloïs, Searcher, que vous venez de citer, qui est interdit. C'est interdit de faire ça. Disons que on n'a pas forcément attendu ce site pour pouvoir centraliser et chercher des informations. C'est juste qu'effectivement, avoir ces outils qui centralisent l'information la rend davantage exploitable par des néophytes. Pour continuer, les modes opératoires sont à peu près souvent les mêmes, peu importe les vecteurs d'attaque. La première étape passe toujours par une préparation, une construction et donc une reconnaissance. Cette reconnaissance, elle passe par toutes les empreintes numériques que l'entreprise ou ses salariés ou ses agents peuvent laisser en ligne. Ça passe aussi bien par tout ce qui est réseaux sociaux, évidemment, mais également toutes les activités annexes. Strava est cité, par exemple, pour l'application de sport. Pour rappel, pendant la guerre en Iran, il me semble que le Charles de Gaulle a pu être détecté en mer Méditerranée parce qu'un marin courait et partageait ses données Strava en ligne. Donc, on avait également des bases américaines qui pouvaient être détectées au Moyen-Orient parce que les militaires couraient et faisaient donc la délimitation du périmètre des bases militaires. Toutes ces informations peuvent par exemple vous dire où est-ce que vous êtes à un moment T. Pareil, si vous partagez sur les réseaux vos données de vacances ou alors votre bureau, on peut récupérer plein d'informations et donc préparer une attaque sur votre environnement. C'est ce qu'on appelle souvent du social engineering. Et cette reconnaissance passe aussi par des outils spécialisés. On cite par exemple en bas Shodan, qui est un moteur de recherche qui permet donc de cataloguer, d'identifier toutes les adresses IP qui sont utilisées dans le monde. Par ce biais-là, par exemple, je peux me renseigner sur quels sont donc le nombre de caméras, quels sont le nombre de routeurs, et quels seraient les protocoles qui seraient utilisés, quels sont les services derrière. Tout ça sans pour autant me déplacer. Ce qu'on veut partager par rapport à ça avec vous, c'est évidemment, en cas d'incident, les données qui venaient d'être fuitées sur Internet, des données à caractère personnel, les attaquants vont un maximum s'appuyer sur toutes les données qu'ils peuvent récupérer publiquement via les réseaux sociaux, en cherchant eux-mêmes sur Google ou d'autres éléments. Et la première technique qu'un attaquant va opérer, c'est avant tout cette phase de reconnaissance.
Pour cibler une entreprise ou une organisation, l'attaquant va regarder un maximum d'informations qui va toucher cette organisation, le nombre de personnes qui sont rattachées dans les réseaux sociaux par rapport à ça, et essayer de décortiquer tous les profils et les habitudes de ces personnes pour justement cibler le meilleur moment quand lancer une attaque. Par exemple, une personne qui travaille dans toute la partie comptabilité, hein, la personne qui publie régulièrement son style de vie sur la partie Strava ou autre, va savoir quand est-ce que la personne peut être en vacances, quel peut être son rythme de sortie, etc. Et l'attaquant peut profiter du moment où le comptable est absent pour envoyer un message d'urgence pour dire voilà, il est possible de faire un virement parce qu'il y a telle et telle raison, donc c'est assez urgent. Les attaquants vont jouer beaucoup sur la contextualisation des informations qu'ils vont travailler et aussi sur ce côté d'urgence et sentiment de pression auprès des attaquants et des cibles. Il y avait une question et un point qui est les nouveaux outils avec l'IA, type Claude, Mythos, etc. L'IA va accélérer ce type de recherche et exploitation de portes possibles auprès des organisations. L'IA a un bon côté, mais il y a aussi un côté, en étant exploité de façon malveillante, peut accélérer la découverte de vulnérabilités ou l'exploitation, l'industrialisation de certaines menaces et de certaines attaques. D'autres éléments que tout le monde a pu voir aussi. Le premier axe qu'un attaquant va cibler, c'est de pouvoir essayer de récupérer par quelconque moyen un login mot de passe. Les éléments ici, ces exemples-là, tout le monde a dû en recevoir, que ce soit aussi bien dans le privé. Et vous voyez que on cherche même plus à dissocier public ou privé. Il suffit que vous ayez un téléphone que vous utilisez à des fins professionnelles et de temps en temps, vous recevez ces éléments-là également. L'objectif étant avant tout de l'attaquant de pouvoir récupérer votre login, votre mot de passe et de jouer sur le degré d'urgence et la pression comme j'ai expliqué. Vous venez de recevoir un colis, cliquez vite si vous ne voulez pas le perdre ou quoi que ce soit. Ça, c'est ce type d'attaque. Et l'IA a joué aussi davantage. On reçoit maintenant même un message vocal qui est réutilisé avec de l'IA pour justement contextualiser davantage ce type d'attaque. Tu voulais compléter quelque chose, Aloïs, ou pas sur Je ne pense pas forcément sur les exemples. Encore une fois, rappeler que plus on a d'informations qui sont accessibles en ligne et plus ces tentatives de SMS, de phishing seront pertinentes. Le message à droite, ça va papa, il suffit tout simplement d'avoir des données où on identifie que vous avez des enfants pour que ce message devienne plus crédible. Peut-être qu'il y a quelques années, on pouvait en rigoler à tel point c'était un peu arbitraire de recevoir ces masses de messages. Autant maintenant, ils sont de plus en plus pertinents. L'affiche avec le colis, par exemple, il faut le savoir que je pense que dans le bureau, on l'a tous reçu. Et on l'a tous reçu avec notre nom et notre prénom inscrits sur le carton. Parce que justement, boosté à l'IA, on peut aller beaucoup plus loin dans les images ou dans le texte. Après, c'est aussi c'est alarmant, mais c'est aussi à relativiser, dans le sens où, comme tu l'as dit, Emmanuel, ça va beaucoup plus vite. Mais ça va aussi beaucoup plus vite dans la construction d'une cyberattaque, mais ça va aussi beaucoup plus vite dans les outils de détection et de cyberdéfense. Tous les partis, tous les acteurs se dotent de l'IA pour justement analyser l'écosystème ou encore pour détecter la normale. D'autres exemples, à part le phishing ou l'envoi de SMS ou de mail, on peut avoir le partage de faux câbles, par exemple. Ça arrive beaucoup dans tout ce qui est forum, salon ou événements communautaires, où il vous suffit simplement de laisser traîner, par exemple, un câble qui n'est pas seulement un câble, mais qui contient en réalité un script. Il vous suffit de le brancher directement sur votre ordinateur pour que ce dernier s'enclenche automatiquement. Il n'y a pas besoin d'ouvrir un panneau de commande, il peut très bien faire ça de manière cachée, et sa commande peut être aussi variée que l'imagination du cyberattaquant. Ça peut être par exemple de cloner l'ensemble de vos registres et l'envoyer dès qu'il est connecté à Internet à un attaquant. Et comme ça, on a directement un clone sur comment est construite l'architecture informatique, les services que vous utilisez sur votre PC et donc peut-être dans votre collectivité. Et donc, ce type d'attaque, que ce soit un câble, un faux câble pour charger un téléphone ou alors une clé USB, il suffit de laisser une clé USB quelque part avec marqué confidentiel dessus. Il y a toujours quelqu'un qui va le prendre au bout d'un moment et le brancher. C'est humain. Il y a eu même encore des tests récents en 2026 qui ont été faits dans d'autres pays sur le test de la clé USB laissée volontairement. Et il y a encore un grand nombre qui sont prêts à connecter. Donc, dès lors que vous ne connaissez pas le câble, vous ne connaissez pas les clés USB,
éviter de les utiliser, de les prendre dans les salons, éviter de prendre des clés USB, bien entendu, et les câbles, acheter des câbles sur des sites officiels et éviter d'acheter des câbles qui soient vraiment pas chers. Des fois, il peut y avoir un loup sur le sujet. On a parlé généralité en termes de typologie d'incidents et d'attaques. On voulait rendre un peu plus contextualisé, justement, les menaces cyber au sein de collectivités, Aloïs. Oui. J'avais dit qu'un quart des revendications de cyberattaques étaient identifiées sur le périmètre des ministères et des collectivités. Si je rentre davantage dans le détail, et dès que je parle du secteur institutionnel, je constate qu'une attaque sur deux vise directement les collectivités, qui semble être une cible de choix par rapport à d'autres domaines comme l'administration nationale, la sécurité publique ou encore tout ce qui est militaire et défense. Parce que c'est une cible qui malheureusement n'est pas encore forcément bien préparée par rapport aux armes pour lesquelles elle doit faire face. Si on peut juste continuer dans les slides. Et c'est aussi, Okay. Ce sont aussi des entités qui manipulent énormément de données à caractère personnel. Tant bien, c'est une mine d'or pour les attaquants. Donc les attaquants vont avant tout cibler des organisations sur lesquelles la donnée va avoir énormément de valeur sur le marché noir. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est collectivité représente une cible importante pour les attaquants. On va vous partager d'ailleurs quelques exemples de cyberattaques qui sont recensées et qui touchent donc des collectivités. On a par exemple, excusez la prononciation, Guerre, la commune qui concernait 7000 habitants. Et il y a eu une interruption de service par le déploiement justement d'un rançongiciel. Toutes les données ont été bloquées avec une demande de rançon. Et derrière, cette donnée, même si il n'y a pas de rançon qui est réglée, elle va permettre d'être vendue en ligne pour d'autres cyberattaques. Ça va permettre de fabriquer de fausses identités à des fins d'escroquerie. On a également la supply chain qui est touchée avec la métropole de Saint-Étienne, où c'était un prestataire qui gérait tout ce qui était les services de billetterie. Ce dernier a été touché et toutes les informations donc des usagers sont impactées et ça va permettre derrière d'alimenter de nouvelles tentatives de phishing et de réutilisation des identifiants de connexion. Un autre exemple autour de tout ce qui est prestataire mutualisé. Les collectivités passent souvent, en tout cas par des prestataires communs, qui sont spécialisés dans l'attribution d'un service dédié à des démarches administratives. En l'espèce, en 2025, on a un prestataire qui concernait 1300 communes françaises qui est tombé. Et derrière, c'est un peu un jackpot pour les cyberattaquants qui reçoivent énormément de données qui ont fuité, des données sensibles. Parce que derrière ce service-là, on était tous qui étaient autour de la délivrance de passeports, des livrets de famille et des états civils. On a d'autres exemples qui sont davantage orientés cette fois-ci autour de la fuite de données directement. Ça peut être directement avec le vol d'une base de données qui sera ensuite revendue en ligne avec date de naissance, les villes de résidence, les noms et les prénoms. C'est le cas des médiathèques de la Haute-Garonne où on avait recensé de mémoire, je crois que c'était 800 personnes impactées sur 5000 usagers, confirmées à l'heure actuelle, parce que ça remonte seulement à un mois et il y a encore des investigations qui sont en cours. On a également des fuites de données qui ont porté autour de qui ont porté autour de la mairie de Lyon avec la délivrance, avec les musées et les services de billets, avec des interconnexions entre un service et la mairie. On a pu donc par rebond toucher la dite mairie. Les investigations sont également en cours. Et est-ce qu'on a d'autres exemples à citer? Oui, il y a également effectivement la métropole de Rennes qui a été ciblée par une cyberattaque, avec encore une fuite de données qui était directement dédiée cette fois-ci aux agents qui travaillaient dans la métropole. Donc, il en ressort et on en redessine de tout cela, de ce type d'attaque. En termes d'impact, on va avoir des résultats qui vont être similaires, fuite de données. Ça va prendre du temps auprès des équipes pour travailler sur l'origine de l'incident, comment rétablir cela. C'est aussi de la communication qui va être faite soit auprès des agents ou des personnes qui vont être ciblées par le vol de ces données et la publication de ces données sur le DAC. Donc, c'est des situations qui sont pas simples. Et là, on a pris quelques exemples. On parlait tout à l'heure de sites qui publient justement les données sur lesquelles ces éléments se retrouvent. Dès lors qu'il y a des fuites de données, il y a une vigilance qui est à avoir auprès des personnes qui sont ciblées, à ne pas répondre évidemment à les mails directement, à ne pas cliquer sur tous les liens. Derrière, là où je voulais en venir, c'est qu'on a aussi de plus en plus de sites qui publient
Là, par exemple, vous voyez ici French Breaches qui publie justement et qui recense tous ces incidents. Et là, on a fait qu'un petit extrait sur le mois de mai, mais il y a énormément d'incidents et d'éléments qui sont publiés. Si vous voulez Je vous ai compléter. partagé le lien de French Break en conversation. Vous verrez que c'est tenu à jour et vous avez derrière effectivement ce référencement des communes, du secteur public, comment il a impacté, quelles données sont ciblées, où est-ce qu'on en est dans les investigations. Alors, il y a ce site-là, il y en a encore Et plein c'est pas le d'autres seul. Oui. pour montrer que c'est des menaces qui sont réelles. Et on s'aperçoit qu'il y a souvent à peu près 3-4 typologies de vecteurs d'attaque qui sont ciblés auprès de collectivités et qui fonctionnent beaucoup, qui sont celles-ci. Aloïs. Oui, il y a des constats qui ressortent de cet écosystème et que 3 principales cyberattaques sont utilisées. La première concerne donc l'interruption d'un service. Le but est de perturber la distribution d'un service auprès des usagers. Derrière, c'est pas forcément le gain économique qui est recherché, mais c'est davantage le gain réputationnel. L'attaquant derrière est gargarisé, se fait une réputation dans le milieu de la cyber parce qu'une commune n'a plus accès à ses services de base. Il y a également le vol de données, comme on l'a déjà cité, qui permet ensuite d'alimenter de futures cyberattaques. On recense depuis l'année dernière énormément d'opérateurs, par exemple téléphoniques, énormément de prestataires qui sont impactés. Derrière, on peut consolider et construire des cyberattaques de plus en plus complexes avec d'autres formes de gains attendues, notamment tout ce qui est rançon logiciel, où cette fois-ci, la base de données n'est pas forcément extraite, mais elle est également chiffrée. Le service est donc indisponible normalement pour la collectivité. On demande derrière de payer une rançon sans avoir derrière la garantie d'un retour à la normale selon le bon vouloir des cyberattaquants. Et les principales méthodes tendances pour réaliser ces cyberattaques portent sur l'attaque d'une plateforme numérique qui est mutualisée. C'était le cas de l'exemple que j'avais cité précédemment avec le prestataire qui concerne 1300 communes. Il suffit finalement d'une cyberattaque bien placée pour faire tomber un ensemble entier, un écosystème et donc pléthore de données personnelles. Ou enfin, attaquer uniquement une supply chain, c'est-à-dire la porte faible de votre écosystème pour ensuite, par rebond, par accès autorisé, rentrer au sein de votre système informatique. Et dans les tendances, on voit dans les attaques, on est moins sur le côté rançon logiciel, on est davantage sur le côté je viens m'introduire, voler vos données et les publier sur le dark web. On a de plus en plus ces situations-là, comme vous avez pu le voir sur les derniers incidents survenus. Le rançon logiciel est toujours évidemment important en termes de menaces, mais les attaquants préfèrent avant tout récupérer la donnée qui va se revendre par la suite. Face à ces menaces, on a quand même un cadre réglementaire et normatif qui se dessine depuis beaucoup d'années. Ça a commencé effectivement dans notre présentation avec la loi informatique et liberté qui a donné naissance à la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés. Mais derrière, on a également effectivement la loi PLM avec la programmation militaire qui donnait un certain nombre d'exigences de sécurité pour les opérateurs d'importance vitale. On a le RGPD autour de la protection des données personnelles qui donnait des droits aux usagers et également des obligations qui encadrent tous les traitements des données personnelles pour les organismes privés comme publics. Nous avons le Cyber Resilience Act qui concernait directement des normes de sécurité obligatoires dès la conception d'un produit connecté. L'IA Act qui était qui est toujours un cadre juridique mondial autour de l'intelligence artificielle, qui permettait donc d'interdire des usages non éthiques et tourner autour de la transparence. DORA, pour sa part, porte autour du secteur financier, donc tout ce qui était banque et assurance, et visait à harmoniser les pratiques en matière de résistance, de réaction et de gestion des incidents informatiques. Et enfin, la directive NIS 2, en cours de transposition, qui vise à harmoniser les pratiques de cybersécurité au niveau Europe pour les entités essentielles ou importantes, avec notamment des obligations en matière de gestion des risques et de notification d'incidents de sécurité. Donc on voit que face à ces menaces et justement toutes ces attaques, le mot résilience, le mot réponse à incident est de plus en plus dans les échanges et la réglementation va viser, et notamment la directive NIS 2, qui va cibler aussi bien les collectivités et par défaut, toute l'administration est impactée par NIS 2. L'objectif de cette directive,
va être là pour apporter un niveau commun en matière de pratique de sécurité et surtout viser à renforcer la résilience auprès des organisations qui sont assujetties. Si on rentre un peu plus dans cette réglementation, l'idée, c'est pas de prendre 30 minutes sur comment se décortique NIS 2. Il y a eu suffisamment de lectures, mais on refait un petit rappel au regard de cette directive. Aloïs parlait du fait qu'elle est en cours de transposition, c'est toujours le cas. On parle dans les derniers bruits de couloir, on est entre septembre potentiellement. Alors, ça reste toujours décalé, mais le point qui est important, c'est de ne pas attendre cette transposition pour pouvoir l'appliquer. Et c'est le message qu'a partagé l'ANSSI, notamment au mois de mars, avec leur publication du référentiel RECIF. Je reviendrai un peu après sur le sujet. Si on revient sur NIS 2, NIS 2 va être là. L'objectif, c'est de pouvoir s'assurer qu'une majorité des organisations et tout le secteur de la place, notamment en Europe, puissent avoir un niveau minimum et commun en matière de sécurité. Donc, c'est de renforcer ce niveau minimum auprès de toutes les organisations. En France, on parle de entre 15 000 et 20 000 organisations privées publiques qui seront ciblées directement par NIS 2. Et NIS 2 a aussi la particularité d'imposer un niveau de sécurité auprès de tous les partenaires qui travaillent pour les entités ciblées. Donc, tout l'écosystème sera impacté par cette directive. Le point important aussi avec cette directive, ça vient remettre la gestion de risque au centre de la table, mais aussi la direction va avoir de plus en plus de responsabilités en matière de gestion de risque cyber. Puisque on attend à ce que ça soit la direction qui soit pleinement informée des risques cyber et qui puisse prendre conscience, au regard des menaces et des attaques, les bonnes mesures et valider les mesures de sécurité à mettre en place pour se protéger de la menace cyber. Quand on parle de menace cyber, c'est ce qu'on présentait juste avant. Comment je me protège au regard d'attaques ransomware? Comment je m'assure que j'identifie des situations anormales et que je puisse être en mesure de réagir si j'ai quelque chose qui se passe bizarrement dans mon écosystème IT? Je vous ai parlé de l'ANSSI qui a publié au mois de mars un référentiel qui s'appelle RECIF, donc référentiel de cybersécurité en France, qui se décline de NIS 2 et qui s'appuie justement sur ces 4 piliers. NIS 2, il faut le reprendre comme un ensemble de mesures techniques et organisationnelles qui se découpent au travers de 4 piliers: la gouvernance, protection, défense et résilience. En fonction des objectifs et de l'éligibilité de l'organisation, on va avoir un certain nombre d'objectifs auxquels les organisations devront se mettre en conformité. Je parlais tout à l'heure, tout ce qui est administration publique, de facto, ils sont éligibles. Les derniers échanges dans le bruit de couloir, c'est plutôt de donner la bonne granularité entre pourquoi je serais plus une entité importante ou essentielle ou répondre à un certain nombre d'objectifs. On parle notamment, toutes les communes qui sont à plus de 30 000 habitants, de répondre à l'ensemble des objectifs, et communes où les S10 également, de répondre à l'ensemble des objectifs, et d'autres communes sur certains critères qui doivent se définir, doivent répondre à moins, et on parle de 15 objectifs en tant qu'entité importante. Le point, c'est pas juste dire je suis conforme à un objectif, c'est avant tout de se dire est-ce que je suis suffisamment prêt pour réagir en cas de menace cyber, mais est-ce que j'ai mis les éléments nécessaires pour me protéger et protéger mon organisation et les données de mes citoyens, les données de mes agents. Lorsqu'on parle de mesures de sécurité autour de NIS 2, je vous ai parlé de 4 piliers, je vais vous donner quelques exemples. Si on prend le pilier de la gouvernance, on va demander à ce que les organisations puissent clairement définir les rôles et responsabilités en matière de cybersécurité, avoir une vision claire sur les enjeux en matière de cybersécurité et surtout d'avoir une maîtrise de son écosystème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je demande à avoir un inventaire de mon parc informatique, un inventaire de mes applications, un inventaire également de mes sous-traitants, mes fournisseurs IT, savoir comment ils interviennent, ils interagissent sur mon système d'information. Aloïs parlait, une des menaces importantes, c'est de dire je passe par un rebond, par un de mes prestataires, pour atteindre la cible qui est attendue par l'attaquant. Et ça, on le voit de plus en plus, notamment les entreprises ou les organisations se protègent et renforcent leur niveau de sécurité, mais des fois peuvent oublier un passage ou des applications qui sont sous-traitées, qui sont hébergées par un tiers qui n'a pas forcément le même niveau de sécurité. Et c'est là où les attaquants profitent de cette brèche pour pouvoir s'immiscer.
On va parler également de sensibilisation de sécurité, d'avoir un programme qui vient sensibiliser les agents, les élus et les populations qui peuvent avoir des comptes à privilèges. On va avoir aussi s'assurer d'avoir des audits réguliers en matière de sécurité. Je passe sur quelques exemples ici. Des axes également de défense. C'est d'avoir des éléments permettant d'identifier et de réagir face à un incident. Se doter de premières fiches réflexes. Essayer d'être en mesure de pouvoir identifier ces éléments de sécurité. Ça va nécessiter aussi des mesures techniques, d'avoir un contrôle d'accès, aussi bien physique que sur vos applications. Pourquoi je dis physique? C'est dans tous les espaces qui vont héberger vos locaux techniques, vos salles serveurs, vos salles qui viennent, toutes vos baies de brassage, là, ne doivent pas être accessibles par tout le monde. Pourquoi? L'idée, c'est d'éviter que quelqu'un vienne se brancher sur votre réseau délibérément pour essayer de voir tout ce qu'il peut capter une fois qu'il est connecté en local. C'est aussi de s'assurer d'avoir des dispositifs protégés contre les codes malveillants, les EDR, antivirus évolués, mais aussi d'avoir une bonne segmentation et une dissociation de vos environnements réseau. La partie importante également à ne pas négliger, c'est l'axe résilience sur NIS 2. C'est de disposer de pratiques pour pouvoir réagir et rebondir en cas de menace. Ça, c'est vraiment important. Je passe très vite sur NIS 2, puisqu'il y a déjà pas mal de documentation, et le site de l'ANSSI a mis en place un accès dédié sur le sujet, sur lequel vous avez beaucoup d'éléments sur le sujet. Un autre point également, qui n'est pas à négliger, qui n'est pas nouveau, la privacy et toutes les pratiques qui peuvent être associées à ça. Loïs, si tu veux en dire un mot. Oui, pour tout ce qui est RGPD, effectivement, on cherchait à encadrer les traitements et les usages réalisés autour des données personnelles. Un administré, par exemple, voit ces données collectées par la collectivité. Cette dernière doit être encadrée avec effectivement différents principes. Et ce traitement doit être transparent avec une finalité qui est exprimée, avec le juste besoin qui est collecté, avec une mise à jour régulière et vérifiée de ces données, conservées pour une durée limitée et sécurisées sur tout l'usage du traitement. Derrière, le but est effectivement de responsabiliser les collectivités ou alors en tout cas toute entreprise privée comme publique autour de quelles données sont utilisées, pourquoi je le fais et quelle sécurité je mets en avant par rapport à cette dernière. Et face à ces obligations sont mis des droits côté des administrés. Ces derniers peuvent utiliser un droit à l'oubli, de rectification, retirer leur consentement par exemple. Il y a donc toute une infrastructure, toute une gestion, toute une réflexion à avoir autour du traitement de la donnée, parce que dans un souci en tout cas de transparence. On a parlé de menaces, on a parlé de réglementation, je vous ai donné quelques exemples sur la partie mesure, mais concrètement, une fois qu'on a dit tout ça, par où commencer? Où mettre le curseur d'un point de vue bonne pratique de sécurité? Lorsqu'on intervient pour mener des audits, à la fois techniques ou organisationnels sur les process, on rencontre souvent des points d'amélioration qui peuvent porter sur certains éléments que je vous partage ici, le poste de travail, la gestion des accès, en renforcer les mots de passe, les sauvegardes, la documentation également, ce qui est important. On voit souvent ces axes-là qui sont à renforcer. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir s'assurer dans un premier temps d'avoir une bonne vision sur votre écosystème et votre environnement. Pourquoi je dis ça? La première action qu'on va conseiller et proposer, c'est de mettre en place cette approche par les risques et d'avoir une vision claire sur vos enjeux en matière de cybersécurité. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir bien mettre en place cette gouvernance cyber et que la direction soit pleinement informée justement de son niveau d'exposition au regard des menaces. Ce qu'on a l'habitude de conseiller en pratique au regard de la maturité de chaque organisation et de collectivité, c'est, si ce n'a pas déjà été fait, de mener un inventaire et de mener un audit complet de votre environnement en termes de pratiques de sécurité. Ça concerne vos processus, mais aussi vos environnements techniques. Généralement, on a tendance à préconiser un audit technique et organisationnel. Technique qui est, je me positionne en tant qu'un attaquant externe, et est-ce que je suis capable de rentrer facilement dans votre environnement? Mais aussi organisationnel, pour avoir une vision claire sur la pratique
et vos pratiques en matière de sécurité, de sauvegarde, gestion d'incidents, de sécurité sur vos postes de travail, de sensibilisation, etc., etc., etc. Donc, c'est d'avoir une vision claire sur ce que vous avez mis en place en termes de mesures et ce que vous devez protéger, de manière à ce que votre direction soit pleinement informée sur son positionnement, quelles sont les pratiques qui peuvent être à risque, quelles sont celles qui doivent être corrigées, et les investissements à mettre en place sur ces sujets. Généralement, les collectivités se font souvent accompagner pour justement avoir une vision extérieure, et notamment pour la partie test d'intrusion qui nécessite une expertise un peu particulière, et font appel à des cabinets externes. L'autre point dont je parlais aussi, c'est la sensibilisation et la communication, qui est un axe important en matière de pratique de sécurité. Vous l'avez dit, une fois que vous avez l'état des lieux et que vous savez ce que vous devez protéger, c'est aussi d'accompagner l'organisation pour dire comment on se positionne, les pratiques qui sont à risque et les bonnes pratiques qui sont à mener. Une fois qu'on a une vision claire sur l'environnement et qu'on peut prioriser, c'est mettre en place les mesures en matière de protection, défense et de résilience. Et le point important qu'on va surtout aussi voir, c'est se protéger en cas de gestion de crise. Il y a beaucoup aussi d'articles qui ont été publiés dernièrement avec le plan communal de sauvegarde. Là, on le voit régulièrement. Le plan communal de sauvegarde existe, très bien, mais combien sont ceux qui ont une composante et un scénario cyber dans ce plan communal de sauvegarde? Là, c'est plus compliqué. Donc, un axe prioritaire également, c'est de s'assurer que, au-delà de priorité des mesures, c'est de s'assurer que j'ai un scénario cyber, je suis capable de traiter et de savoir réagir. On reviendra après. Sur les mesures importantes, tout est lié, bien entendu, avec votre organisation et votre écosystème IT. Si j'ai tout externalisé, si j'ai une partie, donc tout est lié à votre organisation. Mais il y a des éléments récurrents qu'on voit souvent, qui vont être le contrôle d'accès, mettre en place de l'authentification à double facteur, quoi qu'il en soit, partout dès lors que c'est un accès externe. Aux accès bureautiques, messagerie, VPN, authentification à double facteur. Alors certes, même si des choses qui peuvent commencer à se déjouer, ça reste quand même très complexe, très technique, et c'est quelque chose, la première barrière, notamment dès lors qu'il y a un login mot de passe qui est amené à être fuité. La sauvegarde. La sauvegarde, c'est un axe important, on voit que les collectivités sauvegardent. Mais combien sont celles qui sont en mesure de me dire « j'ai fait des tests de restauration » et alors certaines même nous appellent pour dire si jamais il y a un incident, je ne sais pas par quoi commencer dans un premier temps en termes de restauration. Donc, c'est ce qu'on appelle le plan de reprise d'activité qui est important en cas d'incident, qui va indiquer en fonction du scénario et du sinistre ce qu'on va restaurer et comment celui-ci doit être fait. On parle également, alors je ne sais pas si ça vous parle, de méthode pratique 3.2.1.0 en matière de pratique de sauvegarde. Je vais faire mes sauvegardes sur des environnements séparés, dont un qui est externalisé, et 0, c'est pour zéro test. Pardon, c'est zéro erreur en cas de test de restauration. La revue des accès, c'est important également. Le process qui est, j'ai un accès sur un environnement SaaS, mais mes collaborateurs, je n'ai pas forcément fait une revue, donc potentiellement des personnes qui ne sont plus dans l'organisation peuvent encore accéder à des applications SaaS externes. L'autre point, également, la partie EDR, donc Endpoint Detection et Response. C'est ni plus ni moins un antivirus évolué qu'on va imposer et installer sur tous les postes de travail, les serveurs, dont l'objectif est de pouvoir détecter et de réagir en cas de comportement malveillant. Ça va gagner en visibilité sur ce qui va se passer de votre écosystème. Ça, c'est un point qui n'est pas nouveau, et on a de plus en plus sur, comment dire, les collectivités sont largement équipées et cherchent à se renouveler. Le point important, c'est pas uniquement ça y est, j'ai déployé, je peux dormir confortablement, mais c'est s'assurer qu'il y a un service qui puisse analyser vos alertes qui sont émises par ces EDR, qui doit être interne ou externe. Ça, c'est libre à chacun de regarder comment mettre en place sa meilleure organisation. Et évidemment, mettre à jour ses équipements, ça, c'est important, que ce soit serveur, poste de travail. L'obsolescence, c'est un premier axe aussi qu'un attaquant va chercher à cibler, à voir quelles peuvent être les portes sur lesquelles il peut s'introduire et rebondir. Et l'autre aussi, de dissocier les aspects personnels, professionnels.
notamment dans le cadre de la téléphonie, dans le cadre des ordinateurs portables, de bien dissocier ces deux usages. Vous avez vu tout à l'heure, notamment avec les SMS qu'on reçoit, donc qu'on appelle le smishing ou le phishing, on a aussi via les QR codes. De plus en plus, nos environnements sont mélangés entre vie privée et vie professionnelle. Et donc, c'est bien faire la dissociation entre les deux qui permet de limiter justement ce type d'interaction au regard des menaces cyber. L'ANSSI a publié quelques éléments sur ces sujets en matière de bonnes pratiques, mais un point important, on utilise souvent lorsqu'on fait état des lieux le guide d'hygiène de l'ANSSI qui reprend 40 points, dont certains que je vous ai exposés ici, mais ce qui est important, c'est se protéger contre les menaces cyber, donc l'EDR, la sauvegarde, le MFA partout, la revue des accès, et évidemment la gestion de crise. Alors, je vois, il y a une question, je la reprendrai après, Joachim, à la fin. Il reste 10 minutes, on est bientôt arrivé si ça vous convient. Un point important et qui est récent, en termes de réponse à incident, j'en reviendrai juste après, mais là où je veux venir aussi en termes de mesures, c'est de pouvoir anticiper. Je vous ai parlé de NIS 2, et notamment pour les collectivités qui peuvent être assujetties à NIS 2, j'entends encore beaucoup dire « je vais attendre que la transposition soit faite ». On a plutôt tendance à conseiller préparez-vous dès maintenant. Ce n'est pas le jour J où la transposition sera faite que vous allez devoir tout de suite travailler sur les budgets. Travailler sur vos budgets dès maintenant pour que vous soyez prêts au moment de la transposition. Ça veut dire avoir fait cet état des lieux, le gap analysis notamment au regard de la réglementation de NIS 2, et de bien identifier et de s'assurer que vous ayez un budget dédié sécurité. Un point qui est nouveau en matière de réponse à incident ou d'assistance. Depuis peu, vous avez peut-être vu dans les médias, depuis moins d'un mois, la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est dotée de son centre de réponse à incident, qui vous voyez ici, cyberassistance, qui permet d'apporter un premier niveau d'assistance et d'accompagnement auprès de collectivités qui ne sont pas déjà accompagnées par des organisations ou qui ne disposent pas de leur propre équipe de réponse à incident. En termes, dès lors qu'il y a un incident, généralement, il y a le premier réflexe, soit vous appuyez sur votre partenaire qui vous accompagne sur tout ce qui est gestion d'incidents et cybersécurité, ou alors vous appuyez sur les organisations qui sont partagées ici. Le 17 cyber, qui est dédié à la fois pour les particuliers, mais aussi les petites collectivités. Et comme je vous l'ai dit aussi depuis moins d'un mois, cyberassistance est le numéro que chaque commune devrait inclure dans son plan communal de sauvegarde. C'est un des premiers réflexes, en plus de son prestataire, bien entendu, si jamais il y a un incident. Et enfin, pour les administrations, il y a le CERT-FR avec le numéro qui est déjà bien connu. Mais je réinsiste beaucoup sur ce dernier, c'est pour ça qu'on en fait une diapositive exprès à ce sujet, avec ce numéro public qui permet d'apporter une première assistance gratuite pour les collectivités qui ne savent pas comment réagir si jamais il y a ce type de situation, ce qui est vraiment important. C'est mon dernier slide, parce qu'on voulait laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Ce qu'on voulait partager et communiquer avec vous en termes de messages. Vous avez vu, la menace cyber est importante. Ça fait depuis plusieurs années que la menace et le nombre d'incidents augmentent ou stagnent. Les réglementations sont là ou en cours de transposition, mais ne font pas tout. C'est à l'organisation de pouvoir s'adapter au regard des menaces et ne pas attendre la transposition. Les attaquants ne vont pas attendre que notamment la directive NIS 2 soit publiée pour aller plus loin ou arrêter leurs attaques. Les attaquants continuent et trouvent de plus en plus de méthodes ingénieuses et l'IA les aide beaucoup. Et donc, ce qu'on veut conseiller et préconiser et passer comme message, c'est que le risque cyber doit faire partie des échanges des comités de direction et de chaque organisation. De manière à avoir une vision claire sur comment je me protège d'un point de vue cyber, au regard des principales menaces qu'on en a partagées, et quels sont les moyens à mettre en place si jamais je ne suis pas assez couvert. Il y a des actions qui seront à mener en interne, c'est indéniable en termes d'organisation, de sensibilisation, d'actions IT, entre guillemets, mais il y a des actions qui peuvent nécessiter de pouvoir s'appuyer sur des partenaires ou de l'externalisation, qui peuvent être, comme j'ai dit tout à l'heure, du pen test, du test d'intrusion. Ça peut être aussi des exercices de gestion de crise. Ça peut être aussi de la supervision en termes de sécurité. Donc, ne pas hésiter à vous appuyer sur des organisations
et notamment en termes de gestion d'incidents, je vous ai partagé le numéro. Il y a aussi des centrales d'achat qui sont là, qui peuvent orienter justement les collectivités justement en termes de besoins cybersécurité. Et le point important, c'est aussi de rappeler les règles, les devoirs, les rôles et responsabilités de chacun dans l'organisation en termes de sécurité. Justement, est-ce que je dois me connecter sur un Wi-Fi public ou pas public? Ça fait partie justement des communications qui sont importantes. On est arrivé sur la fin de l'échange et on voulait prendre quelques minutes avec vous en termes de questions et de partager un peu de temps avec vous en termes de cybersécurité. Je regarde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie conversation. Je vais regarder s'il y a des questions qui ont déjà été remontées depuis quelques temps. Je vois Lionel qui a partagé une question sur une modification sur les paramètres de démarque et notre SPF. Alors là, c'est un point un peu technique, dans le sens où il y a des protocoles de communication et qui sont importants et qui sont là pour renforcer, pour éviter les usurpations des domaines de sites Internet ou des noms de domaines de manière plus globale. Et c'est les paramétrages, notamment de démarque et SPF, qui sont nécessaires pour éviter ces usurpations de noms de domaine et d'avoir derrière du phishing en réutilisant vos noms de domaine. Peut-être le plus simple serait qu'on échange après sur ce sujet pour éviter de perdre le fil. Je regarde sur les autres questions. Je vois Joachim, je ne l'ai pas oublié. Dans beaucoup de petites collectivités, les élus approprient leur propre ordinateur pour se connecter sur le... Alors, il peut y avoir deux choses. Effectivement, la difficulté, c'est j'utilise un ordinateur personnel pour me connecter sur l'environnement de la collectivité. C'est une organisation qui est à voir et qui est au regard des pratiques qu'on va appeler de BOID, donc Bring Your Own Device. Est-ce que ce type de politique est autorisé et comment celle-ci peut être autorisée? Il peut y avoir plusieurs moyens. Si jamais j'amène mon ordinateur personnel, celui-ci pourrait être amené à se connecter sur un environnement qui soit dédié, peut-être un Wi-Fi public, et ensuite je me reconnecte avec un VPN sur mes infrastructures. Il peut y avoir une réponse comme parmi tant d'autres, mais c'est des points pareils qui peuvent s'échanger par la suite. Alors j'avais vu CDG, j'avais vu Sylvain, je crois que vous voulez dire quelque chose. Oui, levé la main, mais en fait vous y avez répondu. Non, je me demandais si le centre d'appel de la région, là, le cyberassistance, notez-le bien pour tous les participants. C'est vrai que j'ai eu, moi, j'ai pas eu affaire à eux, mais j'ai eu des retours plutôt positifs et il y avait une vraie assistance. Et je me demandais justement si la question de M. Chomel sur son démarque et des choses que je ne comprends pas non plus, c'était typiquement le genre d'appel qu'ils peuvent faire auprès de cette assistance. Ou c'est trop spécifique. Et là, il faut... En fait, je ne suis pas sûr. Il peut toujours essayer, ça ne coûte rien, mais vraiment ce numéro-là va vraiment être orienté en cas d'incident ou lorsque j'ai vraiment une situation un peu bizarre, vous savez, j'ai reçu un mail, j'ai l'impression que c'est un mail qui était suspect ou quoi que ce soit, je vais plus, si je n'ai pas de partenaire informatique sur lequel m'épauler, pouvoir utiliser ce numéro-là qui va pouvoir me conseiller. D'accord. Le côté démarque, on est sur un sujet qui est du paramétrage informatique, entre guillemets, pour faire simple. Et c'est là, de ce que j'en ai compris, c'est comment dire, c'est celui qui va être en charge d'administrer le nom de domaine, qui va être en charge de mettre en place ces configurations. Et c'est celui qui paramètre cette messagerie qui va devoir mettre en place cette configuration. Donc, autant s'appuyer sur son partenaire IT qui configure sa messagerie pour répondre à cela. Mais oui, le numéro d'assistance, c'est vraiment important et j'insiste beaucoup dessus parce que c'est d'une part, on était encore jusqu'à présent la seule région qui n'était pas dotée de sa propre assistance régionale et donc chose faite maintenant depuis moins d'un mois. Mais le point par rapport à ça aussi, tout va être lié avec l'organisation de chaque collectivité. Des collectivités peuvent déjà avoir un service de supervision et de réponse à incidents d'un point de vue sécurité, s'appuyant sur des cabinets spécialisés, ou alors pour ceux qui n'ont aucun accompagnement, là, effectivement, ça va être bénéfique. Et cyberassistance pourra ensuite les aiguiller
vers des partenaires régionaux pour les accompagner sur justement de la mise en conformité ou quoi que ce soit. Il reste encore 1 ou 2 minutes. J'avais prévu jusqu'à 15 heures. Est-ce que d'autres questions sont à partager, à remonter, ou d'autres points que vous vouliez partager? Sylvain aussi, si vous voulez ajouter un point supplémentaire. Non, de mon point de vue, ça va. Bah, votre discours était aussi intéressant qu'inquiétant, mais donc il faut bien prendre la mesure du risque qui se fait de plus en plus présent, et donc de vraiment, c'est pas dur à faire, mais il faut vraiment penser, on le redit, c'est de vérifier vos mots de passe, de vraiment faire attention à tout ce genre d'échange. La double authentification est, à mon sens, un minimum vital pour voir. Vous n'avez pas forcément abordé énormément le télétravail. Il y a quand même beaucoup de collectivités qui acceptent et qui ont des agents en télétravail. Pensez aussi à cette donnée pour pouvoir assurer des bonnes conditions de sécurité à vos agents en télétravail. Il me semble que la double authentification est le minimum pour pouvoir Exactement. accorder le télétravail et de pas partager vos données sur vos Wi-Fi domestiques qui sont clairement moins protégés qu'en collectivité, Et normalement. vous avez tout à fait raison là-dessus. Le point qu'on a tendance aussi à préconiser, ne pas se connecter sur un Wi-Fi public, ou alors si vous vous connectez sur un Wi-Fi public, utilisez un accès VPN qui vous remet ensuite dans votre connexion comme si vous étiez connecté en local dans votre collectivité. C'est important parce que tout le monde peut être amené à se connecter sur un Wi-Fi public et peut voir tout ce qui peut être fait depuis cette connexion publique. Et on a tendance des fois, même dans les typologies d'attaque, un attaquant peut simuler un faux Wi-Fi pour que les gens viennent amener à se connecter et saisir quelques mots de passe. Il suffit que ce soit encore le même mot de passe qui est utilisé partout. Là, c'est jackpot. D'où l'authentification à double facteur qui vient limiter ce type de risque. Et puis le Wi-Fi VPN, que ce soit même chez vous à domicile pour le télétravail, mettre du VPN de facto dans chaque connexion. Bah, écoutez, il est 15h01. On avait prévu jusqu'à 15h. Je tenais à remercier tout le monde de s'être connecté. Nous étions plus de 80 à être connectés à cette session aujourd'hui, donc merci à vous. Merci CDG01 de nous avoir laissé présenter et échanger d'un point de vue cybersécurité. Donc les supports sont remis à disposition, ainsi que l'échange, bien entendu. Puis s'il y a besoin de... Eh ben, n'hésitez pas. Merci à tous les participants. Donc, comme il vient d'être évoqué, on mettra ça sur le site internet sans délai. Je m'en occupe rapidement. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, messieurs.